Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de devenircertifié.com. Nous voici sur la deuxième vidéo qui complète la première de la série de vidéos sur l'adressage IP version 4. Aujourd'hui, nous allons aborder un certain nombre de sujets, notamment les formats d'adresse IP, le subnetting. Je vais vous demander de m'excuser un peu que j'utilise beaucoup de termes anglophones. J'ai souvent étudié tous mes bouquins Cisco en anglais. Et donc il y a des thèmes parfois, je ne sais pas toujours les avoir en français très rapidement. Donc souffrez un peu que je fasse un mélange du français et de l'anglais. Ceci dit, nous entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une adresse IP? Nous n'allons pas faire une définition formelle. Vous avez vos documents théoriques comme toujours pour le faire. Mais sur Internet, par exemple, pour que les ordinateurs communiquent entre eux grâce au protocole IP. IP, c'est mis pour Internet Protocol. Ils utilisent des adresses numériques qui sont appelées adresses IP. En fait, c'est des adresses du protocole IP. Les réseaux tels qu'on en avait parlé sur Internet, vous avez un certain nombre de routeurs à travers ce grand réseau qui délivrent les paquets entre eux. Paquet, c'est un genre, c'est du découpage, je dirais, de l'information, des data que on a fait le processus d'encapsulation avec le modèle OSI. Donc, si vous revoyez cette vidéo, ça vous donnera une notion plus claire de ce que c'est qu'un paquet. Pour pouvoir délivrer ces paquets, on a bien besoin d'une adresse source et d'une adresse de destination sur les réseaux IP. Avant que le facteur ne puisse vous délivrer le courrier, il faut bien que vous ayez une adresse, il vient à votre adresse et vous délivre le courrier. Donc, vous voyez ça un peu dans ce sens, le rôle des adresses IP. Le format des adresses IP version 4, comme vous pouvez le voir sur ce... Un instant, je prends mon stylo. Alors, nous y voilà. C'est un format en décimale pointée. Vous avez un premier octet, deuxième, troisième, 4 octets au total. Octet parce que ces nombres décimaux, quand vous les convertissez en binaire, vous les mettez toujours sur 8 positions. Donc ça, par exemple, c'est un exemple d'adresse IP. Vous pouvez avoir aussi une adresse du genre 172, 16, 4, 3. Les octets étant sur 8 bits, vous n'aurez que des nombres compris entre 0 et 255. Si vous revoyez un peu le petit tableau qu'on avait fait dans la vidéo précédente pour les conversions entre décimales et binaire, vous allez voir que 255 converti en binaire vous fait 8 fois 1. Et donc, ici, vous avez des nombres de 0 à 255 par octet au niveau des adresses IP. Cet octet, par exemple, vous aurez des nombres entre 0 et 255. Pareil pour le second octet, le troisième et le quatrième octet. Bien vrai, il y a des règles qui régissent tout ça. Nous allons parcourir toutes ces règles et ça vous donnera une compréhension assez ouverte de la chose. Nous allons passer maintenant au format des adresses IP. Sur le slide précédent, nous avons écrit une adresse IP simplement, sans aucune autre information. Et si vous vous souvenez, dans la première vidéo, je vous disais qu'une adresse IP n'a de sens qu'avec un masque de sous-réseau. Autrement dit, quand vous mettez une adresse IP sans masque, ça n'a pas vraiment de sens, si je puis m'exprimer ainsi. Ça ne nous donne pas toutes les informations pour faire une interprétation. Petit à petit, vous allez comprendre pourquoi c'est comme ça. Les adresses IP sont composées
de deux parties. Il y a une partie qu'on appelle la partie réseau et une autre deuxième partie qu'on appelle la partie hôte. Là, c'est en anglais, vous avez network et puis host. Comme vous pouvez le constater ici, l'étendue de l'adresse IP en version 4, bon, ça c'est l'IPv4. Vous avez aussi l'IP version 6 qui est contenu dans le programme du CCNA. On fera aussi une vidéo là-dessus. Pour l'adressage IPv4, vous avez 32 bits au total. 32 bits parce que si vous vous souvenez, je vous ai dit, les 4 octets font chacun 8 bits. Et quand vous faites 4 x 8, ça vous donne bien les 32 bits de l'adresse IP. Et donc, pour revenir au début, je disais qu'il y a une partie réseau et une partie hôte. Mais comment vous savez délimiter la partie réseau et la partie hôte d'une adresse IP? Sur ce schéma, vous pouvez constater que la partie réseau tient sur 16 bits. Nous avons 8 bits au niveau du premier octet, 8 bits au niveau du deuxième octet. Et c'est ce qu'on appelle les masques par défaut. Parce que je vous dirai par la suite, quand on va voir les classes d'adresse, vous verrez que c'est une adresse de classe B. Maintenant, avec les notations CIDR, cette notation, les classes sont devenues obsolètes. On va voir les requests for comments qui en parlent. Et je vais vous le montrer en détail. Mais quand je vous donne uniquement cette adresse IP, comment pouvez-vous me dire où se trouve la partie réseau et où se trouve la partie hôte? Vous ne pouvez pas. Je vous donne juste ceci. Vous n'allez pas pouvoir deviner où se trouve la partie réseau et où se trouve la partie hôte. Le truc qui vous permet d'avoir cette information, c'est le masque de sous-réseau qui s'ajoute. Et voilà pourquoi je vous disais dans le slide précédent que une adresse IP sans masque n'a pas de sens. La convention est telle que toute la partie réseau d'une adresse IP contient un masque avec que des bits à 1. Là, j'ai transcrit en binaire cette notation en décimale pointée. Comme vous pouvez le remarquer, je vous disais dans le slide précédent que 255, ça fait bien 8 fois 1. Et donc, c'est ceci qui me permet de dire que voici la partie réseau de cette adresse IP. Vous aurez donc constaté que sans cette information de masque, je ne serai pas en mesure de vous dire que telle adresse, voici la partie réseau de cette adresse IP. Maintenant, dans la suite, je vais vous montrer que ce n'est pas seulement toujours sur 8 bits ou 16 bits ou 24 bits que vous avez la partie réseau. Elle peut tenir sur quelques bits comme elle peut tenir aussi sur plusieurs bits. Et c'est là que nous allons voir la notion de subnetting. Et comme je vous ai dit, excusez que j'emprunte des mots anglophones. Et là-dedans, on aura fait beaucoup d'exercices. La maîtrise, la parfaite maîtrise de l'adressage IPv4 au bout des doigts est un gage pour la réussite de votre CCNA. Donc, ceci dit, j'ai comme impression que mon stylet se plante. Un instant, je dois le réinitialiser. Donc, voilà pour ce qui est à retenir du format des adresses IP. Vous avez une partie réseau et une partie hôte. La partie réseau s'identifie par le masque avec que des 1 et la partie hôte s'identifie par le masque avec rien que des 0. Comme vous pouvez le constater, quand vous convertissez 255 en binaire, il vous donne 8 fois 1, 8 fois 1 et que des 0. Donc quand vous prenez cette adresse IP, ça vous permet de dire que la partie réseau, c'est ceci, et la partie hôte, c'est celle-ci. Quand nous allons aborder le subnetting, vous allez plus comprendre, je dirais plutôt, la signification de ces deux parties, la partie réseau et la partie hôte. Ceci dit, nous allons passer sur les classes d'adresse. La notion de classe d'adresse a été définie par le RFC Request for Comments 791. Elle fait une répartition des adresses IP en classes.
nous distinguons principalement 5 classes A, B, C, D et E. Nous allons passer en revue chaque classe et comment arriver à identifier facilement à partir d'une adresse IP munie de son masque que cette adresse appartient à telle classe. Quand vous prenez une adresse de classe A, elle commence toujours par 0. Le premier bit est à 0, le premier bit du premier octet. Et la partie réseau tient sur 8 bits. Ce qui veut dire que ici, nous avons une pleine variation de 0, 1 sur 7 bits. Je vous explique. Nous avons dit que l'adresse IP, faisons une délimitation comme ça. L'adresse IP de classe A commence par un premier bit 0. Alors, ceci étant X, ces X peuvent prendre deux valeurs, 0 ou 1, parce que nous sommes en binaire. Donc, la toute première qu'on aura sera faite de 7, 0. Et la plus grande sera avec les 7 bits à 1. Vous voyez un peu? Donc, les adresses de cette classe partiront de 0, 0, 0 à 0, 1, 1, 1 sur cette partie réseau. Cette pleine variation sur 7 bits nous permet de déterminer le nombre de réseaux possibles en classe A. Puisque nous avons dit, quand vous prenez un bit X, soit il prend la valeur 0 ou la valeur 1. Donc ça fait 2 possibilités. Sur cette position, ça vous fait 2 à la puissance 7. Ce qui fait 128 possibilités. Donc le nombre de réseaux qu'on peut avoir en classe A par défaut, c'est 128. Comme je vous disais sur les slides précédents, on va pouvoir faire du subnetting en empruntant des bits à la partie haute. Des bits qu'on va transformer en bits réseau. Ne vous en faites pas, ce serait la partie riche du subnetting. Donc pour revenir à la classe A, nous avons une pleine variation de 7 bits, de 0, 0, 0 à 1, 1, 1, 1, ce qui nous fait 2 à la puissance 7 possibilités, parce que nous avons une pleine variation sur 7 bits, de 0 à 1 sur 7 bits, qui fait 128 réseaux possibles qu'on peut avoir en classe A. Dans le même raisonnement, on va voir le nombre d'ordinateurs qu'on peut avoir aussi quand on prend un réseau de classe A. Parce que c'est ces 3 octets qui représentent la partie haute. Et de la même manière qu'on a fait pour la partie réseau, on a une variation de 0, 0, 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ce qui fait 8 bits x 3, 24. Donc, le nombre de possibilités qu'on a, ça va faire 2 à la puissance 24 moins 2. Je vais vous expliquer quand on sera sur le subnetting pourquoi on fait moins 2. En fait, il y a l'adresse du réseau et l'adresse de broadcast, l'adresse de diffusion qui ne sont pas utilisées, qu'on n'utilise pas. Donc, c'est pourquoi quand je fais ma combinaison sur les 24 bits, 2 à la puissance 24, je dois retrancher 2. Donc, si vous faites bien le calcul, ça doit vous donner 16 milliards 777 000
214 adresses IP possibles en classe A. Vous voyez que c'est énorme, c'est bien grand. Ah, pardon, tout à l'heure, je parlais de 7 milliards. Non, c'est plutôt 7 millions. Désolé. Comme vous pouvez le constater, c'est le réseau qui est utilisé pour les grands. Quand vous avez plusieurs ordinateurs adressés dans un réseau, c'est les adresses de classe A qui sont conseillées. En même temps, ça va être difficile de garder une adresse de classe A sans subnetter ça. Ça va faire un gaspillage terrible. Ça fait partie des choses que le RFC 950 est venu corriger avec les possibilités de subnetting. Donc voilà globalement, pour résumer, toute adresse de classe A commence par 0. Vous avez commence par 0 et la partie réseau tient sur 8 bits. Une pleine variation sur 7 bits, ce qui fait 2 à la puissance 728 réseaux possibles. Pour le nombre d'autres, nous avons une pleine variation de 0,0,0 à 1 sur 24 positions, 24 bits. 3 fois 8, ça fait 24. 2 à la puissance 24 moins 2 nous donne 16 777 214 d'ordinateurs possibles en classe A. Intéressons-nous maintenant à la classe B, qui est matérialisée comme ceci. La partie réseau d'une adresse par défaut de classe B tient sur 16 bits. Et comme vous pouvez l'imaginer, puisque la totalité nous donne 32 bits, ici aussi nous avons la partie haute qui tient sur 16 bits. Toute adresse de classe B commence toujours par 1 et 0. En classe A, nous avons dit que ça commence par 0. En classe B, ça commence par 1 et 0. Si nous prenons 2 bits de ce côté, il nous en reste 6 ici. Et pour le deuxième octet, il nous en reste les 8. Donc nous avons une pleine variation de 0 à 1 sur combien de bits? Sur 14 bits. Et la pleine variation du côté haute tient sur 16 bits. Ce qui nous permet, un peu à l'image de ce que nous avons fait en classe A, de dire le nombre de réseaux possibles en classe B. Ça fait 2 élevé à la puissance 14, ce qui vous donne 16 384. Comme vous pouvez le remarquer, on avait eu 128 pour la classe A. Les adresses de classe A sont censées contenir beaucoup plus d'autres, mais la possibilité d'avoir plusieurs sous-réseaux, plusieurs réseaux de classe A par défaut est assez limitée. Pour le nombre d'adresses possibles, c'est la même règle, 2 à la puissance 16 moins 2, qui vous donne 65 534. Donc voilà ce qu'il en est pour les adresses de classe B. Une pleine variation de la partie haute sur 16 bits. La partie réseau, les deux premiers bits sont à 1, 0. Nous avons une pleine variation sur 14 bits, 6 dans le premier octet et 8 et les 8 du second octet. Ce qui nous donne 2 à la puissance 14, 16 384 réseaux possibles en classe B. La classe C, quant à elle, se présente comme suit. Les 3 premiers bits sont toujours 1, 1, 0. Ensuite, pour finir ce premier octet,
Du moment où nous en avons pris 3, il nous reste 5 bits. Le deuxième octet, toujours réseau, fait une variation, pleine variation sur 8 bits. Le troisième octet fait une pleine variation sur 8 bits. Ce qui doit nous donner une pleine variation de 0 à 1 sur 21 bits. Le dernier octet, quant à lui, n'a une pleine variation que sur 8 bits. Et dans la même logique que précédemment, le nombre de réseaux possibles en classe C sera 2 à la puissance 21 possibilités de réseau, qui vous donne 2 97 152. Le nombre d'hôtes d'ordinateurs utilisables dans un réseau de classe C fera 2 à la puissance 8 moins 2, ce qui nous donne 254 ordinateurs. Cela implique que si j'ai un réseau de classe C que je veux utiliser dans mon réseau physique que j'ai fait et qui contient 300 ordinateurs, je risque de me retrouver bloqué. Parce que pour une adresse de classe C, je suppose qu'on les prend telles quelles sans faire du subnetting. On ne peut avoir qu'au maximum 254 adresses utilisables par réseau de classe C. Par contre, les réseaux de classe C, on peut en avoir beaucoup. Donc, si vous avez suivi la logique depuis la classe A est réservée pour les réseaux ayant un grand nombre d'ordinateurs, mais le nombre de réseaux qu'on peut avoir est limité. La classe B offre plus de réseaux, mais réduit le nombre de postes possibles. Pareil pour la classe C. Et comme vous pouvez le remarquer, en fonction de ce que nous voulons étendre, si on veut avoir plus de réseaux, on étend la partie réseau vers là. Et si on veut avoir plus d'autres, on recule ici. Voilà un peu les... Vous avez aussi la classe D qui est utilisée pour le multicast. C'est des adresses qui sont assignées à beaucoup de périphériques à la fois. Et la classe E qui est réservée. On ne va pas trop en parler. Les classes que vous allez le plus manipuler, c'est les classes ABC. Voilà un peu la répartition des classes d'adresse telles que fait par le RFC 791. Je vous ai mis sur ce slide un tableau que j'ai pris depuis Wikipédia. La source est ici. Vous pouvez aller visiter. Qui répertorie les adresses réservées. Il y a un certain nombre d'adresses qu'on ne peut pas utiliser. Enfin, en fonction de l'utilisation, il y a des types d'adresses qu'on doit pouvoir utiliser et des types d'adresses qu'on ne doit pas pouvoir utiliser. Si vous vous souvenez, nous avons dit que les adresses de classe A vont de 0 à 127. Mais toute adresse commençant par 127 est réservée à la boucle locale. Elle ne sera pas utilisée. Vous pouvez le remarquer ici. C'est réservé à la boucle locale. La boucle locale vous permet de tester la pile de protocoles TCP/IP sur votre ordinateur. Vous avez aussi le RFC 1918 qui définit les adresses privées.
on va y consacrer un slide. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas uniquement... Cette adresse est de quelle classe? Si vous vous souvenez bien, c'est une adresse de classe A. Ça, c'est une adresse de classe B. Vous devez pouvoir maintenant facilement reconnaître les adresses, les classes d'adresses. Avec un peu d'exercice, ça commence à venir. Voici le multicast dont je vous parlais tout à l'heure. La classe D, pour la classe D, on n'en avait pas parlé tout à l'heure. Les adresses commencent par 1110. Ça, c'est la classe D. Pour la classe E, les adresses commencent par 1111. Mais bon, ça, on ne va pas trop l'utiliser. Vous pouvez aller sur ce lien. L'article est assez intéressant pour approfondir vos connaissances. Le prochain sujet que nous allons aborder est les adresses privées. Pourquoi parlons-nous d'adresses privées? C'est défini par le RFC, Request for Comment 1918. Il y a des plages d'adresses qui sont définies comme plages privées et donc à n'utiliser que dans un réseau privé. On dit que c'est des adresses qui ne sont pas routables sur Internet. C'est des adresses que vous ne retrouvez pas sur Internet. Quand vous faites votre réseau, je suppose, vous avez un réseau, ici un réseau local. Votre switch, il est là. Prenez ça. Je ne suis pas un très bon dessinateur. Ce switch est relié à un routeur. Et ce routeur vous donne accès à Internet. Dans votre réseau privé ici, ce sont ces plages d'adresses que vous allez utiliser. Et depuis Internet, on ne les voit pas. On ne verra ici. Votre routeur aura une adresse IP publique. En contrepartie, les adresses qui ne sont pas dans cette plage sont appelées les adresses publiques et donc les adresses routables sur Internet. Votre routeur aura pour cette interface une adresse publique et c'est cette adresse qui sera vue depuis Internet. Mais ces adresses privées ne vont pas sur Internet. Ainsi donc, tel que défini par le RFC 1918, la classe A, si je puis mettre une adresse de classe A, fait du 10/1000. Comme vous pouvez constater ici, vous avez une pleine variation de 000 à 111, donc 255 pour celui-ci. Et voilà le nombre d'adresses que cela vous donne. Cette deuxième place d'adresse de classe B en /12. Ah, je ne vous ai pas parlé de cette notation. Vraiment désolé. On en viendra. On parlera un peu de la notation CIDR plus tard. Je peux déjà vous le dire. Le /8, on appelle ça la notation CIDR. Vous allez voir ici un /12. En fait, ce nombre vous donne l'information, vous donne implicitement le masque de sous-réseau. Au lieu de l'écrire intégralement, on vous le met en / quelque chose. Et ce nombre représente le nombre de bits à 1 dans l'adresse, dans le masque de sous-réseau. Ce qui veut dire que si vous voulez retrouver dans ce premier exemple le masque de sous-réseau,
Ça va faire l'adresse 10.0.0.0.0, muni du masque 1111, combien de fois? 8 fois, qui vous donne 255.0.0.0. Voilà le masque. Parce que ceci converti en binaire nous donnera 8 bits. Pour le masque de celui-ci, attendez, je le mets quelque part ici pour que ça ne soit pas trop touffu. Vous avez 172.16.00/12. Si nous avons déjà 8 bits ici, cela nous donne 255. C'est 12 bits qu'on doit avoir. Le masque ici va faire 4 0, puisque 4 plus 8 pour avoir les 12. 4 1 et 4 0. D'après notre méthode, ça devait donner le premier, pardon, ici c'est 128, le second bit 64. Si vous additionnez les deux, ça vous fait 192. Le troisième c'est 32, ce qui vous fait 4 2 224. Le quatrième c'est 16 240. Donc le masque muni, le masque que vous donne ce /12 va être 255.240.0.0. Nous allons nous pencher à présent sur l'utilisation des masques définis par le RFC 950. Nous avions vu dans les vidéos précédentes comment on calcule l'adresse du réseau, connaissant l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Si vous vous souvenez, on avait dit qu'il faut faire un et logique entre l'adresse IP et le masque pour avoir l'adresse du réseau. Nous allons prendre un exemple simple, pas avec un masque restreint. Je prends juste 168.134 par exemple, muni d'un masque 255, 255 et 255.0. Quand je fais le et logique, j'obtiendrai comme adresse de ce réseau 192.168.1.0. L'adresse de diffusion, comment je fais pour la retrouver? Je reprends l'adresse du réseau, mais en remplaçant, vous êtes d'accord avec moi que toute cette partie est 0. Tout ce qui est 0, je les mets à 1. Donc, j'aurai du 1 sur 8 positions ici pour le dernier octet. Ce qui me permettra de dire que l'adresse de diffusion, dans mon cas, fait 192.168.1.255. Donc, une fois que vous avez l'adresse du réseau, vous prenez l'adresse du réseau et tous les bits de la partie haute qui sont naturellement, il n'y a que la partie haute que vous puissiez avoir à 0. La partie réseau, on a dit que c'est toujours à 1. Vous les remplacez par des 1, mais dans l'adresse du réseau, pas dans le masque. Ça vous donne l'adresse de diffusion. Quand on va commencer l'exercice de subnetting, vous allez voir qu'il y a une autre façon de déterminer l'adresse de diffusion quand vous connaissez l'incrément. Vous passez d'un sous-réseau à un autre. Nous n'allons pas rentrer dans le détail. Les adresses utilisables, on en avait parlé tout à l'heure. Si vous vous souvenez, quand on était sur
La classe A, on avait fait 2 à la puissance 24 moins 2. Et je vous expliquais que ces deux sont exclus. L'adresse du réseau et l'adresse de diffusion sont exclus. Et c'est ça qui fait les deux qu'on retranche à chaque fois. Le reste représente les adresses utilisables parce que ces deux ne sont pas utilisables. Notation CIDR, on en a presque déjà parlé. Si vous devez mettre cette adresse IP en notation CIDR, comment vous faites? 192, 168, 1. Je mets bien sûr 1 ici. 134 slash 24. Ce qui veut dire que les 8 premiers bits sont à les 24 premiers bits sont à 1. Donc vous avez 8 bits ici à 1, 8 fois 1, 8 fois 1, ce qui vous donne les 24 qu'on fait en notation CIDR. Les masques par défaut sont les masques liés aux classes. Vous avez vu, j'ai mis ici, j'ai pris une adresse 192.168.1.134 et je lui ai appliqué le masque 255, 255, 255 et 0. Ça, c'est un masque par défaut. Si je veux faire du subnetting, je peux avoir un masque comme ça, point 192.0.0. Donc voilà un peu présenté l'utilisation des masques tels que définis par le RFC 950. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Puisqu'on a vu les notions de base, je réserve la deuxième vidéo uniquement pour le subnetting, qui est un sujet super passionnant et que je suis sûr que vous allez beaucoup aimer. On fera une troisième vidéo pour boucler la série des vidéos sur l'adressage IP, dans laquelle on fera que des exercices de subnetting. Je vais vous montrer les différents types d'exercices de questions que vous pouvez avoir là-dessus. On va prendre un certain nombre de questions et les traiter. Déjà dans la deuxième vidéo, je vous ferai quelques exemples de subnetting. Merci pour l'attention et à la prochaine.